Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Vénus, de ce qui est derrière Vénus, en termes de projection psychique. Alors on est d'accord que je vais mêler astronomie ancienne et ce qu'on appelle la connaissance astronomique ancienne, c'est-à-dire la façon dont ils ont projeté des énergies sur cette planète pour apprendre à se connaître. Parce qu'on sait tous que depuis Hipparque, donc on est au IIe siècle avant notre ère, depuis Hipparque au moins, eh bien, il se servait du ciel en disant ce qui est au ciel, c'est comme ce qui est en nous. Mais tout ça n'était qu'affaire de projection, pour apprendre à se connaître. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui, si je paraphrase, la psychologie ancienne. Donc c'est un petit peu ça que je vous distille à chaque fois. J'aimerais vous parler de Vénus, dit autrement, j'aimerais vous parler d'Aphrodite. Je préfère Aphrodite. Et pour vous l'introduire, eh bien, je suis obligé de vous parler du commencement du monde chez les Grecs, puisque Hésiode nous parle dans la génération des dieux du commencement de toutes choses. Et il en parle de la façon suivante. Alors je vais vous lire la traduction chez Budé, qui est réalisée il y a quelques décennies maintenant par Paul Mazon. Et je vais lire les premières lignes. Donc avant tout fut abîme. Abîme qu'on appelle, ce qui va marcher, voilà, il est là, qu'on appelle chaos. Puis terre au large flanc, terre, Gaïa, assise sur à jamais offerte à tous les vivants. Ça c'est une épiclèse, c'est une expression qui sert à la désigner, une assise sur, à jamais offerte à tous les vivants. Et puis après, on nous parle d'amour, qu'on traduit amour, mais qui en grec c'est Eros. Donc en fait, chez les dieux, chez les dieux grecs, il y a d'abord le chaos, donc toutes les potentialités possibles dans l'abîme, que les Hébreux appellent le tohu bohu, le tohu bohu. Et dans toutes ces potentialités va s'activer quelque chose qui va donner naissance. C'est un petit peu le Big Bang des Grecs, le chaos. Et à partir de toutes ces potentialités offertes, vont s'activer des choses et va arriver, donc dans notre système solaire, Gaïa, la Terre. Et à la Terre est associé Eros. Et Eros, à ce moment-là du mythe, n'est pas une planète, c'est une énergie. Eros est une énergie, c'est l'énergie qui permet de faire du lien. Eros, il faut bien comprendre que ce n'est pas ce qu'en ont fait les Romains, à savoir Cupidon, la libido. Chez les Grecs, Eros, c'est toute énergie au singulier qui nous permet de faire du lien avec les autres. En ce moment, par exemple, je suis en train de faire de l'éros, à max. Ok ? Je suis en train, par le truchement de la parole, de vous envoyer une énergie, qui est une énergie pour me lier, pour me connecter à vous. Et votre écoute attentive et l'énergie que je reçois par vos regards me montrent que vous êtes dans cette énergie que vous recevez et vous m'envoyez la vôtre. Voilà. On fait de l'éros. Voilà ce que pensent les Grecs du mot éros. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on en a fait plus tard. Que dit Hésiode sur Eros ? Alors, plutôt que le lire, vous pouvez le lire sans moi. Et pendant que vous le lisez en français, je vais me permettre de le lire en grec. Comme ça, vous avez la vibration de la langue. Une musique. Même si, dans la logique, vous ne comprenez pas ce que je vais dire, dans l'inconscient, vous allez sentir des choses. C'est à moi de parler dans la bonne vibration, bien sûr. Ederos, hos kalistos enathanatois iteoisi, lucimeles, panton de theon, panton d'anthropon, damnatae, en stete sinon kai, et pepronabulen. Voilà ce qui est écrit en français.
Et ce qui est intéressant, c'est que on te dit que Eros, d'abord c'est Callistos, Calliste, hein, c'est le plus beau. Più bello en italien, c'est le plus beau. Donc ça veut dire qu'à Eros est associée la beauté. Eros, c'est cette énergie qui permet de nous affranchir, de nous délier, dit le texte. Et il permet de dompter en nous la pensée, c'est-à-dire le cerveau gauche chez nous, hein, c'est-à-dire ce qui permet d'émettre des idées. Et puis, il permet de dompter aussi la volonté prudente. Et ce qui est intéressant dans prudente, c'est pour ça que je vous l'ai mis entre parenthèses, c'est le mot grec epiphronos, parce qu'il y a plusieurs termes pour dire prudent. Et s'ils ont pris epiphronos, c'est parce qu'il y a la racine phrène dedans, qui est phrène, le diaphragme, d'accord, qu'on a dans le français. Dans diaphragme, vous avez phrag, vous avez la racine. Et chez les Grecs, l'énergie, eh bien, est toujours en perpétuel mouvement. C'est ça la vie. Et l'endroit de notre corps qui est en perpétuel mouvement, puisqu'il monte et il descend, c'est le diaphragme. Puisque lorsque nous inspirons, le diaphragme descend, lorsque nous expirons, le diaphragme remonte. Si je vous parle de Eros, c'est parce que Aphrodite va arriver après, et c'est intéressant parce que Aphrodite aura comme fils Eros. Vous me suivez toujours? Ça veut dire que le fiston est arrivé avant la mère, mais que la mère va quand même enfanter ce fiston. Ça, c'est un grand archétype que le christianisme a repris, puisque nous savons que le Christ était auprès du Père, et il était là au commencement de la terre, du ciel et de la terre, dans Genèse 1, puisqu'il était sous forme de parole. Hein, et il dit, et les choses arrivèrent. Et avec le prologue de Jean, on sait que la parole, c'est écrit en grec. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, et Dieu était la parole. Et donc à ce moment-là, il y a incarnation de quelque chose qui est logos, qui est parole. Et il va être enfanté par Marie. Donc on a bien, pareil, l'archétype du fils qui est avant toute chose. La mère n'est pas encore là. Quand la mère arrive, il va pouvoir s'incarner. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre de l'archétype et qui a visité plusieurs civilisations. Là, je vous en donne deux, les Grecs et les chrétiens. Eros, les Grecs, vous savez, adorent l'isopséphie, c'est-à-dire qu'ils adorent jouer avec la combinaison des lettres pour donner un autre mot. Et en fait, Eros, je vous l'ai écrit en grec là. Alors pour ceux qui sont hellénistes ici, il faut savoir que je me situe au temps d'Hésiode, c'est-à-dire à un temps, à une époque où la lettre omicron et la lettre oméga n'étaient pas différenciées. Qu'on écrive Eros avec un omicron ou avec un oméga, au temps d'Hésiode c'est idem, puisqu'on ne différencie pas les choses. Les choses ont été différenciées après Pisistrate, plus tard. Donc si on joue avec Eros et qu'on s'amuse à changer l'ordre des lettres, on a Ezo plus le Rho, le R, et le Rho c'est l'acronyme de Rhoé qui veut dire l'écoulement, qu'on a dans rhinite, quand on est enrhumé, on a une rhinite, on a un écoulement. Et puis on a Ezo, qui est opposé à exo et qui a donné donc Ezo, ce qui est intérieur. Donc quelque part pour les Grecs, le Eros c'est cette énergie qui coule en nous, comme un écoulement intérieur. Donc ils ont une métaphore entre l'énergie et l'eau. Mais ça c'est pas propre aux Grecs, les Judéens, donc les anciens Hébreux, l'ont aussi. Si maintenant je m'avance vers Aphrodite, pour que maintenant qu'on est dans l'écoulement aquatique, on va pouvoir aller vers Aphrodite, puisque Aphrodite est dans la métaphore de l'eau. Je ne vais pas vous rappeler le mythe, ça va. Je vais juste vous dire que Aphrodite est née parce qu'il se trouve qu'il y a Cronos qui a castré Papa, vous vous souvenez, et que donc il y a donc ce paquet qui tombe dans l'eau.